readers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une des dernières vidéos de décembre que j'ai déjà faites et que je fais chaque année. D'ailleurs quasiment toutes les vidéos de décembre en fait sont un petit peu répétitives. C'est parce que pour moi c'est vraiment une période de bilan finalement. Il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, de mes coups de cœur 2021. Comme j'ai pas été souvent présente en 2021, il y a certains livres dont je ne vous ai jamais parlé mais que j'ai énormément appréciés. Donc c'est l'occasion de vous en parler, et puis moi ça me permet comme chaque année de faire un petit tri dans les lectures que j'ai le plus appréciées. Donc aujourd'hui j'ai tout ça à vous montrer. Comme d'habitude je les mettrai pas dans l'ordre parce que j'arrive pas à les mettre dans l'ordre tout simplement. Là ils sont une bonne dizaine donc je vais pas traîner, c'est parti. On commence avec le premier coup de cœur de cette année, c'est All This Time de Rachel Lee Pinkott et Mickey Daughtry chez Albin Michel. On va suivre l'histoire de Kyle et Kimberly, le genre de couple lycée qu'on ne voit pas du tout séparés, sauf que là Kimberly aimerait bien savoir qui elle est sans Kyle finalement. Après une conversation assez houleuse, les deux anciens amoureux vont rentrer chez eux dans la même voiture, qui va avoir un accident, donc Kimberly va décéder, Kyle va en réchapper, mais avec de très grosses répercussions. Le jeune homme accroché à sa copine comme à la prunelle de ses yeux va devoir faire le deuil de sa relation et de la jeune fille qui vient de perdre la vie, donc ça va être très compliqué pour lui, jusqu'au jour où il va rencontrer une petite bulle de joie et d'espoir qui s'appelle Marley, et qui va peut-être le faire bouger de son état de larve lamentable. Les deux auteurs ne vous disent peut-être rien comme ça, mais en fait elles ont romanisé, donc elles ont mis en roman un film qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle Five Feet Apart, qui a été fait par Justin Baldoni, dans lequel notamment il y avait Cole Sprouse. Et ben ça c'est un peu dans la même veine, sauf que on a le plaisir de la lecture sans avoir l'image des personnages dans la tête, donc on peut vraiment se plonger dans la lecture complètement. Et puis elles jouent avec nos émotions, elles nous font faire des montagnes russes. Des fois j'étais contente, en larmes, contente, en larmes, contente, en larmes. Donc c'est vraiment un roman dans lequel j'ai vécu plein de trucs et que je conseille vivement à tout le monde. On passe ensuite à un peu de graphique avec Dans les pas de Nietzsche de Marihiro Harada, publié aux éditions Soleil Manga. On rencontre Arisa, une jeune fille qui, en croisant son ex avec une nouvelle fille, va leur souhaiter tout le malheur du monde et va s'en vouloir d'être aussi méchante avec quelqu'un, donc elle va vouloir s'améliorer et devenir une meilleure personne, plus gentille, donc elle va aller prier dans un temple pour que l'univers lui envoie la solution et une manière de s'améliorer tout simplement. Et va débarquer dans sa vie nul autre que la réincarnation du philosophe Nietzsche. Rien que ça. J'ai adoré la vulgarisation qu'il y a dans ce manga. En fait, on comprend tout parce qu'il y a des exemples concrets qui sont mis à chaque fois. Et puis, ce qu'on a appris dans le premier chapitre, on va l'utiliser dans le deuxième et ainsi de suite. Donc, les notions vont rester dans notre tête et on va vraiment apprendre tout en étant dans une intrigue et une histoire vraiment. Donc, ça va être du divertissement et de l'apprentissage en même temps. Et puis les personnages, donc Arisa et Nietzsche, ont une relation à croquer. C'est le genre de je t'aime moi non plus, mais pas imbuvable. Donc c'est juste magnifique à découvrir. Et la fin a ce que j'appelle une fin grise, c'est-à-dire que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. C'est pas une fin qu'on aurait imaginée, mais en même temps, on voit pas d'autre chose. Donc foncez, c'est incroyable. Plus tard dans l'année, j'ai eu un coup de foudre, mais presque prédit, pour Starling de Mélanie Taquet aux éditions Erol. Ici, c'est l'histoire d'Emma qui a 31 ans, qui est encore dans cette période de la vie où on n'est plus un enfant, mais on se considère pas comme un adulte. Donc elle se considère comme une vieille ado en fait. Mais pas le genre de vieille ado qui reste dans l'adolescence et qui est ridicule, c'est vraiment qu'elle se sent comme entre les deux. Elle se réfugie très très fort dans ses lectures et ses séries Netflix qu'elle recommande sur un blog qu'elle a mais de manière professionnelle. Et un jour elle va sortir avec sa meilleure amie Chiara et elle va croiser une relation fantôme, Bilal, qui va faire remonter pas mal de trucs. Je disais que le coup de cœur était quasiment évident parce que Mélanie Taquet c'est une auteure que j'aime particulièrement. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous présentais ces 4 livres. Et en fait je l'aime beaucoup parce que dans quasiment tous ses livres, si pas tous ses livres mais de manière différente, elle a cette morale de souffrir c'est vivre quand même. C'est-à-dire que la personne qui se met une carapace tellement forte et tellement solide qu'elle ne vit rien de négatif, qu'elle ne souffre pas, qu'elle se protège, en fait elle se protège du positif aussi. Et donc du coup, aller au-delà de ces problèmes et aller au-delà des risques qu'on pourrait prendre pour aller vers le bien, c'est quelque chose de positif en fait. Donc de manière générale, c'est une auteure à découvrir, mais encore plus celui-là parce qu'il est vraiment prenant. Cette année, il y avait un livre que je voulais absolument découvrir, non pas pour son thème, mais plutôt pour la personne qui l'a écrite, c'est On m'appelle la tornade d'Adrien Dehiver.
publié aux éditions Canes. Pour ceux qui ne savent pas, Adrien de Viver, c'est un présentateur de la RTBF, donc une chaîne de télévision belge, qui a animé bon nombre d'émissions télé ou radio, et qui a une particularité, c'est qu'il est TDAH. Et en fait, les TDAH, c'est des gens qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, lui c'est avec. Et voilà, dans ce livre, il raconte un petit peu son parcours, comment il vit avec ça, comment les autres vivent avec ça, parce qu'il y a des petites interviews, des petits entretiens avec son entourage. Et en fait, il l'explique d'une manière très imagée, c'est-à-dire qu'il part du principe que dans notre cerveau, on a une petite tour de contrôle, comme dans les aéroports, qui filtre les informations qui arrivent et puis qui en redonne. Et lui, il y a juste personne dans la tour de contrôle, donc les informations, elles viennent et puis elles repartent directement. Ce qui fait que des fois, ben, il a du mal à se concentrer. Il faut qu'il parle absolument parce que sinon il va oublier ce qu'il veut dire, donc il coupe les gens. Il parle beaucoup, il perd des choses. Et en fait, ça m'a soulagée de lire ce livre parce que depuis petite, on me disait que j'étais un peu comme ça. On riait sur le fait que j'étais distraite, que je perdais beaucoup de choses, que je parlais beaucoup, etc. Et je me suis rendu compte que non seulement j'étais pas toute seule, mais qu'en plus, c'était pas un mal. C'est-à-dire que oui, c'était un défaut, mais c'était pas un défaut que je devais absolument gommer. Parce que gommer ces défauts-là, ce serait gommer ma personnalité. Et autant avant, on en faisait quelque chose que je devais cacher, autant maintenant, bah, je suis comme ça, point. Donc j'ai pas été diagnostiquée comme étant TDAH, mais en tout cas, je me sens proche des caractéristiques qu'il a énoncées dans son livre. Et c'est vraiment un livre qui est bien parce que non seulement ça m'a appris à me connaître moi, mais en plus ça m'a donné les clés pour comprendre les autres qui l'étaient réellement. Et donc du coup, quand il y a quelqu'un qui est distrait ou qui me coupe ou ce genre de choses, et qu'avant il m'a dit qu'il était TDAH, bah, je vais pas dire que ça passe mieux, mais quasiment quoi. Autre roman que j'ai lu cet été, c'est Si la vie te donne des citrons, fais-en de la tarte meringuée de Charlotte Léman aux éditions L'Archipel. Déjà rien que le titre, hein, ça annonce la couleur, on s'attend à quelque chose de drôle, de pétillant, et c'est le cas. Ici, on va faire la rencontre de Clémence, mère de Gabrielle heureuse, femme d'Antoine un peu moins heureuse, et en fait un jour son mari va revenir à la maison, va lui dire que c'est fini parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, mais qu'il n'a pas la possibilité de partir du cocon familial maintenant, donc du coup il va falloir passer par la case colocation pendant quelques semaines, ce qui va être assez perturbant pour Clémence, et notre Clémence qui est d'aventure très gentille et parfois trop gentille, va un peu se rebeller plus que ce qu'on pourrait penser. Ce que je retiens de ce bouquin, c'est l'humour de l'écriture. On a en fait des petites pensées de Clémence au fur et à mesure, mais qui sont très cyniques, qui sont très drôles en fait. Donc on est vraiment sur quelque chose de léger, d'humoristique et de très chouette en fait pour l'été. Donc ça tombait bien que ça sorte à ce moment-là. Et puis à la fin, elle reste gravée dans ma mémoire. Soit je suis trop naïve et j'ai pas vu arriver les choses, soit elle est très percutante et juste à nous faire tracer le bouquin avec des «Oh, j'avais pas vu ça comme ça». Mais en tout cas, c'est juste super cool. Je peux pas trop vous en dire sur la fin du coup, mais bref, le récit est drôle, est pétillant, est léger, donc c'est incroyable. On part vers quelque chose de beaucoup plus fantastique avec Les Saisons de la Tempête d'Al Cosimano aux éditions de Saxus. En fait, on est dans un monde où Gaïa, donc la Terre, peut décider de venir et de nous recruter pour nous réincarner en saison. Donc été, automne, printemps, hiver. Hein. Donc pendant la saison qui nous a été attribuée, on est sur la Terre et on chapeaute un peu tout le bazar. Et une fois qu'il y a un changement de saison, donc que la saison suivante va arriver, elle vient en fait nous tuer. Et donc ça nous ramène vers le monde d'en bas, donc le monde où il y a toutes les saisons qui attendent un peu. Et puis on attend l'année d'après. Et on va tuer la saison qui nous précède. Donc c'est un peu un roulement. Et en fait c'est à chaque fois les mêmes saisons, donc par région. Et donc du coup on croise les mêmes saisons, on tue les mêmes saisons au fur et à mesure de l'année. Donc ils commencent à se connaître. Et ça commence à déraper le jour où Jack, un hiver, s'approche un peu trop de Fleur, un printemps, dont il est tombé amoureux. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que non seulement pour l'ambiance, on se doute qu'on va avoir quelque chose d'assez naturel, mais aussi pour la morale de l'histoire, dans le sens où chaque personnage a une relation avec quelqu'un sous forme d'énergie, sous forme de puissance, et ils vont se rendre compte au fur et à mesure que les gérants d'en bas, donc qui gèrent un petit peu les saisons avec Gaïa, etc., ne veulent pas qu'ils se rapprochent pour la simple et bonne raison que plus ils sont proches, plus l'énergie est puissante, et donc du coup plus ils sont solidaires et plus ils ont de force.
Donc il y a le côté ensemble on est plus fort, l'amour triomphe, machin. Donc, dit comme ça c'est un peu cliché, mais la forme est quand même super sympathique. Pour le reste des romans, on va y aller crescendo dans l'horrible et on va commencer par la carte postale d'Anne Berest. Alors quand je dis horrible, c'est pas que j'ai pas aimé ce roman, sinon il serait pas là, c'est que c'est un thème qui est vraiment dur et vraiment particulier, à savoir la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'auteur a écrit ce roman suite à une histoire qui s'est réellement passée dans sa vie, c'est-à-dire que sa mère, en 2003, a reçu une carte postale sur laquelle il était marqué 4 noms. Et il se trouve que ces noms-là étaient le nom des grands-parents de sa mère, de son oncle et de sa tante. Et la carte était anonyme, donc ils ne savaient pas du tout de qui ça venait, d'où ça venait, etc. Ils avaient juste la carte, les 4 noms, et c'était destiné à M, puis le nom de famille de sa grand-mère, donc on se doute que c'était pour elle. Et il y avait un dessin du Louvre sur la carte postale. Le temps passe, Anne ne s'en occupe pas forcément, et un jour elle devient mère, donc elle veut absolument avoir quelque chose à léguer à sa fille, et donc elle a ce sentiment qu'il faut qu'elle recherche d'où elle vient, ses origines, etc. Et donc elle va trouver sa mère, et elle lui demande un petit peu ce que sa mère aurait trouvé sur cette carte, et sur sa famille tout simplement. Et en gros, donc les 4 personnes notées sur la carte, donc Ephraim, Emma, Jacques et Noémie, ont été envoyées dans des camps de concentration et ne sont jamais revenues. Il n'y a que Myriam, donc la grand-mère de d'Anne, qui est restée en vie. Et donc du coup, double enquête pour Anne, savoir qui a envoyé la carte et retrouver ses origines. Dernier roman que je n'ai pas ici parce qu'il est resté chez mon copain, mais je vous mettrai une image de toute façon quelque part, c'est Bleu Silence de Jean-Michel Audoil. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram, c'est l'histoire de Michaela, une jeune fille de 10 ans qui est atteinte de mutisme. Donc à 10 ans, elle ne parle pas, elle ne pète pas un mot. Et on est un peu comme dans Un jour viendra couleur d'orange de Grégoire Delacour, avec cette situation familiale où il y a un enfant qui a un problème, la mère qui est très présente, très compatissante en fait avec l'enfant, et le père qui ne comprend pas vraiment comment atteindre son enfant et qui est parfois violent, limite très agressif. On comprend très vite, Michaela est dans un environnement familial qui n'est vraiment pas facile, où elle voit des choses qu'elle n'est pas censée voir à son âge et qu'elle n'est pas censée voir tout court d'ailleurs, parce que ça devrait pas arriver. On se rend vite compte aussi que Michaela, puisqu'elle ne parle pas et qu'elle a un sens en moins, il y a un autre sens qui s'est développé, c'est l'observation. Donc elle voit des détails auxquels on n'aurait pas pensé et elle comprend des choses rien qu'en voyant la réalité et en voyant ce qui se passe chez elle. Et enfin, même si elle ne dit pas les mots, elle les connaît et elle les comprend très bien et elle les aime beaucoup. Donc elle connaît beaucoup de beaux mots, en fait, ce qui permet à l'auteur d'avoir un vocabulaire très soutenu, mais pas incompréhensible non plus, mais avoir quelque chose d'agréable à lire, mais qui reste fluide et surtout vraisemblable par rapport au fait qu'il est quand même en train de faire parler une enfant. Donc on a ce côté très enfantin dans l'aspect de l'écriture, mais avec quelque chose d'assez soutenu. Donc c'est très poétique. On passe ensuite aux illustrés, et en plus du manga que je vous ai présenté précédemment, j'en ai 2 à vous présenter, deux séries qui m'ont vraiment accroché le cœur. C'est Fukuneko et Les Carnets de l'apothicaire. J'en ai déjà parlé dans ma palle de fin d'année. Donc je vais juste vous remettre la vidéo ici, et puis si vous voulez plus de détails sur ces petites pépites, vous pouvez aller voir là-bas. Mais en gros, voilà, je voulais pas m'éterniser dessus, mais je voulais quand même qu'elles apparaissent dans ma palle coup de cœur, parce que je pouvais pas faire ça en fait. C'est vraiment trop mignon, c'est vraiment trop quelque chose que j'ai adoré. Donc voilà, ils sont là, si vous voulez plus d'infos, c'est dans l'autre vidéo. Et enfin, le grimoire d'Elphie d'Audrey Alouette aux éditions Dracou, que j'avais emprunté quand je travaillais en librairie cet été. Ici on suit Elphie et Magda, deux sœurs qui habitent chez leur tante et chez leur oncle depuis la mort de leurs parents, et un jour, leur aînée qui revient de Londres va revenir avec un grand bus qu'elle a aménagé en librairie, et elle revient aussi avec un papier qui dit de la justice que, comme elle est majeure, elle peut prendre sous sa responsabilité ses deux sœurs, donc elle les emmène, et puis elles vont sur les routes toutes les trois pour aller vendre des livres. Sur le chemin, Louette va donner quelque chose à Elphie que sa mère avait mis de côté pour elle. C'est un grimoire, mais un grimoire un peu magique, dans le sens où si elle déchire une feuille, qu'elle en fait un origami et qu'elle écrit dans le grimoire, l'origami va devenir une vraie chose et va s'animer jusqu'à ce que le grimoire n'ait plus de magie et que notre petite héroïne doive réécrire dedans. Dans le premier tome, on a une intrigue simple, c'est juste une petite histoire qui prend le tome, et on a un peu une introduction au monde dans lequel on est, mais pas plus que ça. Par contre, dans le tome 2, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, en fait, l'intrigue du bouquin, donc du tome, a quelque chose qui va peut-être donner des infos sur l'intrigue principale, donc avec la mère des 3 sœurs, donc je me réjouis de le découvrir.
Et voilà tous mes coups de cœur de l'année 2021. J'imagine que ça va être une vidéo assez longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai sûrement des timecodes si jamais c'est trop long en barre d'infos. Comme ça vous allez avoir une liste des livres que j'ai proposés. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez des avis au fur et à mesure, vous pouvez aller sur Instagram me suivre. Donc c'est Joséphine à la page comme le nom de la chaîne YouTube. Et puis si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, un abonnement pour voir la suite avec la petite cloche comme d'habitude. Et puis dites-moi en commentaire si jamais vous avez lu un livre que j'ai présenté ou alors que vous aimeriez le lire, ça me ferait super plaisir d'en parler avec vous. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes lectures et une excellente semaine. Prenez soin de vous.